Pogacar, Del Toro, Binyam Girmay, Maeva Skiban, Jordan Jegat, Silvia Persico, Elisa Balsamo, Jasper Philipsen, l'ensemble de ces noms ont un point commun, AEJ All Sports. Cette institution ne vous dit rien, pourtant, elle est l'un des organismes les plus influents du cyclisme. À sa tête, Alex Carrera, l'un des plus grands agents cyclistes du monde. Mais aujourd'hui, dans ce 7e épisode de la zone mixte, nous recevons Christian Kagestadt, l'un des collègues agents d'Alex Carrera, basé dans le sud de la France. Salut Christian, comment ça va? Salut Samuel, écoute, tout va bien et toi? Écoute, ça va tranquille, voilà. Petit début de semaine, il n'y a plus trop de vélo, donc on en profite un peu pour lever le pied, mais la période des interviews est là, peut-être une des meilleures périodes de l'année parce qu'on prend le temps de discuter de ce qui s'est passé, de l'écosystème du vélo, de l'économie du vélo, notamment dans ce podcast, nous allons parler. Donc voilà, ça fait plaisir de se poser et de prendre le temps de disserter autour de tout ça. Ouais, en effet, là, la période creuse du vélo, c'est dur. Il y a plus grand-chose à regarder à la télé, mais bon, heureusement, on a d'autres choses à faire. Là, notamment, ce week-end, on part à Milan avec l'équipe pour fêter la fin d'année, la belle fin d'année, on va dire, parce que Ouais. cette année, les résultats ont été très bons. Donc, il y a une soirée organisée par AJ All Sport et Alex Carrera pour remercier tout le monde, tous nos coureurs qui nous font confiance depuis des années maintenant. Il y a aussi des journalistes, des sponsors. Donc, on va d'abord faire un petit tournoi de paddle. Donc, c'est pas notre spécialité, mais je pense on va bien rigoler. Ensuite, il y aura quelques interviews pour parler de la saison prochaine. Et on enchaînera avec la fameuse soirée de fin d'année. Donc là, je fais confiance à Alex. Je pense que ça va être sympa. Il y a plus de 500 invités, donc on va bien rigoler. Ah ouais, il faut bien gérer ça, en effet, que le vin soit bon et que la nourriture soit bonne. Ouais, je me fais pas de soucis pour ça. Et puis, une fois la soirée terminée, on ira à Monaco pour le bike event. Donc, encore une fois, là, je pense que ça va être du beau spectacle, un beau critérium dans une ville magnifique. Donc j'ai hâte de faire mes bagages. Donc voilà, la saison cycliste est finie, mais pas pour tout le monde. Vous l'avez compris, dans le sport business, ça continue même l'hiver parce que, ben oui, effectivement, parler à des coureurs, négocier des contrats, même justement faire des soirées avec des partenaires, ça c'est tout au long de l'année, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc je vais te demander de te présenter. Mais je t'ai coupé, pardon, tu disais? Non, je disais que tu as tout à fait raison. Il y a même plus de travail des fois quand la saison se termine parce que il y a des nouvelles équipes à chercher, des nouveaux coureurs à placer, surtout cette année en 2026. Je pense que tu as suivi un peu les actualités, ça a été extrêmement compliqué avec les équipes et tout ça, donc c'est sûr que le travail ne s'arrête pas à fin octobre. Ouais, exactement. Et justement, dans une période comme ça, où il y a beaucoup de troubles, donc on le rappelle, l'arrêt de Wagner-Bazen notamment, l'arrêt d'Arkea, Israël Première Tech qui est dans une très mauvaise passe, qui devrait s'en sortir en théorie, Alpecin qui pour l'instant n'a toujours pas de co-sponsor, mais qui devrait récupérer Première Tech. On a aussi la fusion entre Lotto et Intermarché. Euh, Comment ça se passe, toi, au quotidien, quand c'est une période de trouble, mais du coup, qui pour vous est une période en fait super intéressante parce qu'il y a beaucoup de business? Alors oui, c'est intéressant, certes, mais c'est aussi dangereux parce il faut bien anticiper, il faut essayer d'avoir les infos avant les autres, parce que si on se retrouve avec de nombreux coureurs sans contrat à la fin de l'année, avec des équipes qui s'arrêtent, on peut avoir de gros problèmes. Donc c'est notre métier d'avoir les infos avant les autres, d'anticiper et être sûr que tous nos coureurs retrouvent un contrat. Et tu parles du milieu professionnel, mais dans l'agence, on a aussi des jeunes juniors et des espoirs. Bien sûr, Et j'oublie, mais c'est très important de le citer, tu as tout à fait raison. Il y a un nombre d'équipes ahurissant en amateurs qui s'arrêtent et tu as tout à fait raison de le citer. notamment le CC Etup, Ouais, malheureusement. équipe mythique du CC Etup qui a vu passer les frères Yates notamment. Ouais, franchement, énorme Donc, tristesse de voir cette équipe, l'équipe, on va dire la numéro 1, parce qu'il reste le U19, si je dis pas de bêtises quand même. oui. Mais c'est vrai que c'est très triste, par exemple, pour le cyclisme français, parce que les équipes pro sont importantes, mais les équipes de formation aussi. Et avoir des jeunes de 16-17 ans extrêmement talentueux, sans contrat, c'est vrai que c'est regrettable. Exactement. Mais du coup, tu parles très justement de la période où les cyclistes sont jeunes, de 16-17 ans. Toi aussi, tu as été cycliste. Du coup, ben, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter parce qu'en fait, tu as un parcours assez atypique. Oui, alors pour reprendre, on va dire vers mes 18 ans, j'ai eu l'opportunité de passer pro en continental.
au sein de l'équipe Sparebanken. Donc, j'ai été là pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, bon, j'ai eu quelques résultats, mais pas les résultats escomptés. Donc, j'ai préféré être honnête avec moi-même et me dire que j'atteindrais pas le niveau souhaité. Parce que si je faisais du vélo, moi, c'était pour être en World Tour, faire le Tour de France et tout ça. Et quand j'ai vu que ça serait pas possible, j'ai préféré reprendre mes études de droit dans un but de devenir agent sportif parce que on a le côté équipe, course, tout ça, mais il y a aussi beaucoup de contrats. Il y a des choses à négocier. Donc, pour moi, c'était clairement la meilleure idée de reprendre mes études de droit. Donc, j'ai fait ma licence et mon master 1 en alternance dans un cabinet d'avocat. Et à la suite de ça, du coup, j'ai pu intégrer AG Sport. Et voilà, donc pour moi, c'était vraiment le parcours idéal parce que j'arrive à lier mes deux passions, le vélo et le droit. C'est vrai, je le souhaite à tout le monde de pouvoir allier ces deux passions dans la vie, ou moins juste déjà travailler dans un domaine qui est sa passion. Et justement, on va y revenir un petit peu. Tu nous disais que tu n'avais pas le niveau que toi tu souhaitais avoir, mais quel niveau avais-tu exactement? Parce que pour ceux qui ne savent pas, tapez sur Internet Christian Kagestadt et vous trouvez une page PCS quand même. Le monsieur a couru avec des garçons qui ont couru chez une OX, voilà, donc il est modeste, mais il a quand même fait 4 ans en pro, voilà, avec un certain niveau. Explique-nous un peu ça. Oui, alors pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas énormément, il y a 3 niveaux, donc Continental, Pro Conti et World Tour. Donc moi, si on compare au foot, c'est un peu comparable à un bas de Ligue 2, on va dire. Donc j'étais voilà, en Continental, donc ça m'a permis de faire des grosses courses quand même, hein, comme le Tour de Loir-et-Cher, de Bretagne, Tour des Fjords, Tour de Norvège. Donc j'ai côtoyé des pros, certes, mais j'ai jamais réussi à les battre. Donc là, j'ai vraiment compris la différence de niveau, notamment entre ces niveaux-là et le World Tour. C'est vrai que même sur des courses comme le Tour de Norvège, quand on se retrouve face à des World Tours, on voit quand même la différence, hein. Ces mecs-là, ils marchent. Ouais. Ah bon, on l'a vu cette année, hein, franchement, c'était Ouais, encore une super course. Même que ce soit aussi l'Arctic Race of Norway, c'était ouais. deux belles courses très intéressantes. Et justement, on parle de la Norvège, c'est pas forcément par hasard, parce que les gens l'entendent à ton nom, Kagestad, tu es donc français et norvégien. C'est ça. Mon père est français et ma mère est norvégienne, pardon. Donc, toute la famille du côté de ma mère habite encore en Norvège. Donc, ça me permet d'y aller souvent aussi parce que on a des coureurs scandinaves, donc ça me permet de les suivre. Et cette année, je vais aller au championnat de Norvège, à Ringerike Grand Prix et tout ça, qui font partie des grandes courses du calendrier scandinave. Donc, je garde toujours le contact avec ces pays-là, c'est très important pour moi. Ouais, exactement. Et en plus, j'ai vu que le vélo, c'est quand même aussi un peu une affaire de famille, parce que pareil, C'est si sûr. on tape de nouveau Kagestad sur Internet, on tombera sur un certain Mads, qui est ton oncle, à ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. C'est sûr, si tu tapes Kagesta sur Internet, généralement, c'est pas moi que tu trouves. Parce que il y a mon oncle, oui, qui était pro au Crédit Agricole, qui est maintenant commentateur pour TV2, qui est le France 2 norvégien. Et il y a mon grand-père aussi, qui a commenté pendant plus de 20 ans le cyclisme sur la même chaîne. Donc c'est vrai que pour nous, c'est plus qu'un sport, hein. C'est une passion. C'est les repas de famille chez nous, ça, ça parle presque que de vélo devant le Tour de France. Donc c'est vrai que chez nous, le vélo, c'est une religion, hein. Même quand j'avais 3 ans, je voyais déjà mon oncle partir s'entraîner, tout ça. Donc c'était une évidence en fait. Je me suis jamais posé la question. Quand on me demandait à l'école ce que je voulais faire, c'était cycliste professionnel. Ils me disaient c'est pas un métier. Je leur disais si, si. Donc, non, ça a toujours été comme ça dans ma famille et je pense que ça le restera parce que là, il y a mon oncle, moi qui continue à parler de vélo et je pense que les enfants de mon oncle vont faire pareil. Donc, Eux ça va. aussi, ils ambitionnent d'être coureurs ou alors peut-être bosser dans le sport business, tout simplement dans les médias. Ils veulent bosser dans ce milieu-là. Alors, oui, pour l'instant, ils font du foot. Donc, Ok. pour l'instant, ils veulent être footballeur professionnel, que ce soit ma cousine ou mon cousin. J'en ai un autre dans le hockey, mais ils veulent tous après d'être dans ce milieu-là parce que c'est leur passion aussi. Donc, je pense que ce serait pas étonnant d'en retrouver un à la télé norvégienne dans quelques années. Ouais. En tout cas, on le souhaite au cousin ou à la cousine, franchement, de pouvoir faire ça. Pourquoi tu as choisi la nationalité norvégienne en sport? Parce que si je dis pas de bêtises, c'est ta nationalité sportive. Oui, ça s'est fait tout simplement parce qu'il a fallu faire un choix à un moment donné. Si mes souvenirs sont bons, j'avais le choix entre faire le championnat de France et le championnat de Norvège.
Et comme j'étais dans l'équipe norvégienne, ils m'ont inscrite au championnat de Norvège et ça s'est fait comme ça, tout simplement. Ok, d'accord. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas le droit de faire les deux, c'est toujours le cas d'ailleurs. Oui. Comme c'est la même semaine en plus. Oui. Donc, et en plus, c'était rigolo parce que j'étais espoir, donc j'ai pu faire le championnat de Norvège espoir plus le championnat de Norvège pro. Donc, c'était une super expérience. Oui, en plus, c'est ce que j'allais dire. Il me semble que là-bas en Norvège, mais c'est l'an dernier. Il n'y a pas, c'était, comment il s'appelle, c'est Rasmus Pedersen qui a gagné le championnat de Norvège alors qu'il était encore en catégorie pas junior, mais en catégorie 23, il me semble. Rasmus, ça doit être le Danemark, si je ne me trompe Ah, pas. pardon, le Danemark, effectivement. Ouais. Ouais. Mais à coup pas, c'est vrai que les drapeaux se ressemblent. Pardon, je suis Ouais, non, désolé. on confond souvent ces pays-là. C'est entre la Suède, la Finlande, Norvège et Danemark. En Mes plus, c'est excuses les presque plus la même langue. plates à tous les Norvégiens et à tous les Danois. Désolé pour Ah, ça, d'avoir confondu. on va le prendre. Hein. Si tu dis un Norvégien qu'il est danois. Effectivement. Ensuite, donc, tu l'as déjà expliqué, donc pourquoi ta carrière de cycliste professionnel s'est arrêtée, mais du coup, ça n'a pas été dur justement de faire une croix sur, tout simplement sur le niveau professionnel et de se dire je passe à autre chose. Si, bien sûr, pour être honnête avec toi, j'ai mal dormi la nuit hein, les premiers jours parce que c'est un rêve qui s'arrête tout simplement. Depuis que j'avais 9 ans, mon rêve était d'être cycliste professionnel et d'atteindre le World Tour. Donc, c'est vrai que ça s'arrête à ce moment-là, mais j'ai vite pensé à autre chose et je me suis vite projeté. Donc, c'est vrai qu'après, penser à collaborer dans une agence sportive, mais rapidement venu en tête. Donc, j'ai tout fait pour arriver à ça, en passant par les études de droit, comme je disais tout à l'heure. Donc, je me suis tout de suite lancé dans un nouveau rêve, ce qui a fait que ça a été beaucoup plus facile. Ouais, moi je Et puis, comprends. je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de cyclistes, parce qu'on parle beaucoup des coureurs pros, mais ils sont très peu. Donc, si tu vas demander à des juniors maintenant en France, ça arrive tous les ans, hein, des gens qui doivent faire autre chose que du vélo. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, paradoxalement, on est aussi dans une période où on voit les coureurs commencer de plus en plus tôt. Là où, à l'inverse, il y a une dizaine d'années, on avait vachement de coureurs à maturité tardive parce que justement, ils essayaient d'allier études et sport de haut niveau. Et peut-être qu'aujourd'hui, du coup, les gens sont un peu plus dans, comme dans ton cas de figure à toi, c'est-à-dire tenter d'abord d'obtenir voilà, ce ticket pour le World Tour, pour le milieu pro, et ensuite d'aller dans les études une fois que la carrière est terminée. C'est ça. Alors, il y en a qui arrivent à faire les deux en même temps, grâce à des bons centres de formation comme Chambéry et tout ça. Mais Ouais. c'est vrai que maintenant, le cyclisme est tellement professionnel déjà à 16 ans qu'il faut, parce qu'on parle beaucoup de l'entraînement, des courses, mais il y a tout ce qui va avec, la récupération, la nutrition et tous les sacrifices qu'il faut faire, c'est énorme. Les coureurs maintenant à 16 ans, ils ont une maturité, c'est incroyable. Parce que certes, il faut s'entraîner sous la pluie quand il fait froid, mais il faut surtout dire non aux anniversaires, non aux soirées aux amis, non aux boîtes de nuit, non au week-end avec sa copine. Donc, il faut une grande maturité et une discipline énorme qui notamment sert dans la vie d'après le vélo. Ouais, c'est vrai, tu as raison. En fait, ça fait là où, par exemple, quelqu'un comme moi qui vient du civil, entre guillemets, c'est vrai qu'à 16 ans, tu penses plus effectivement à ce que tu vas faire après les cours, à savoir s'il y a une fête ce week-end, alors que dans la tête d'un Ouais, cycliste, ça a c'est déjà ça. 25 ans, en fait, quasiment. C'est ça, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. C'est tous ces sacrifices-là qui sont durs à faire, mais qui valent le coup parce que j'ai rarement rencontré des gens qui m'ont dit oh là là, je regrette d'avoir misé sur le vélo. Ouais. Parce que certes, il y a ces côtés-là, mais il y a tellement de découvertes, il y a des voyages, il y a le fait de se dépasser, ça t'apprend à discipliner, comme je disais tout à l'heure. Donc, non, je regrette absolument pas d'avoir fait ça. Et puis, tu rencontres beaucoup de gens intéressants aussi, des gens positifs qui sont sérieux, donc ça sert tout au long de ta vie après. Justement, en parlant de gens intéressants, comment toi, la bascule s'est faite du coup entre tes études de droit, tu l'as dit, tu as pu faire un stage, et ensuite passer mais quasiment directement, à ce que j'ai compris, dans la plus grosse structure d'agents du monde en termes de sport, en termes de cyclisme. Comment Mm. la bascule s'est faite donc de ces études de droit au bureau de Monsieur Carrera? C'était justement parce que je savais que c'était parfait pour moi, que ça liait mes deux passions, comme je disais, et en plus ce côté avec les langues. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc j'ai contacté Alex Carrera
Et je lui ai dit, voilà, je lui ai expliqué ce que je faisais, quelle langue je parlais. Et je lui ai dit, ce serait intéressant de pouvoir développer la Scandinavie encore plus avec quelqu'un qui parle norvégien et danois. Et il m'a dit tout simplement, pourquoi pas. Donc, Alex, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui fait les choses rapidement. Donc, on s'est dit, allez, on tente. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, ça a très bien fonctionné. On est très satisfait, en tout cas de mon côté. Moi, je ne peux pas espérer mieux. Si tu me dis quel métier tu veux faire, vraiment ton métier de rêve, ça serait faire ce que je fais actuellement. Donc je suis très satisfait. Bah, génial, franchement. Et ça fait combien de temps que tu y es du coup? Là, j'attaque ma 3e année déjà. Donc, ça passe vite. Mais comparé aux autres, c'est pas beaucoup, puisque ça fait 25 ans qu'on existe maintenant. Donc, mais je comprends, depuis que j'y suis, je comprends pourquoi l'agence existe depuis si longtemps. L'ambiance est top, la structure est incroyable, parce qu'on n'est pas. Alex, c'est pas agence sportive, hein, c'est une vraie agence sportive. Donc, on travaille avec des cabinets d'avocats, des compagnies d'assurance, des gens qui s'occupent de la presse, des secrétaires, tout ce que tu peux imaginer, en fait. Ouais. Et ça fait que c'est incroyable. C'est incroyable pour nous. C'est surtout incroyable pour les coureurs parce qu'on est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et les coureurs ont tout ce dont ils ont besoin. Ouais, parce que c'est vrai, justement, quand on va sur le site internet de l'agence, on voit effectivement qu'il y a pléthore de têtes, justement, qui travaillent dans cette agence. Et du coup, d'où ma question suivante. Toi, quelle est ta place, du coup, exactement, au sein de la société AEG All Sports? Du coup, moi, je suis collaborateur pour la Scandinavie et la France, tout simplement parce que je parle du coup les langues scandinaves et français et que je suis basé en France. Et donc, je m'occupe de ça. Et après, les gros contrats sont toujours gérés par Alex. Pourquoi? Parce qu'on est une vraie équipe. Donc, je considère que je n'ai pas l'expérience nécessaire pour m'occuper de tout encore. Donc, au lieu de dire, OK, je vais faire ça et que ce soit moyennement bien fait, on transfère tous les dossiers et c'est fait par ces gens-là qui sont au top, qui connaissent le sport, qui connaissent les contrats, qui connaissent tout. Et c'est vraiment ça la force d'Agi All Sport, c'est cette équipe-là. Il y a beaucoup d'agents qui travaillent seuls. Nous, on a un agent dans chaque pays. Donc, ce qui fait que peu importe où le coureur est, même là, la semaine dernière à Singapour, au Japon, il y a toujours quelqu'un de notre équipe pour les suivre au cas où s'il y a un problème. Donc, Ok. c'est vrai qu'on fait la différence à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que, par exemple, quand il y a une course, je prends le cas de l'Étoile de Bessèges, vu que tu es basé, toi, dans la région montpelliéraine, Ouais. c'est toi qui te déplaces sur les courses, du coup, pour aller auprès de tes coureurs, aller leur parler. Ok. C'est ça, c'est ça. Et puis aussi au championnat d'Europe où on s'est croisés d'ailleurs. Bien sûr, c'est vrai que c'était pas très loin. Ouais. Donc, on fait ça. Et puis, comme je disais, bien sûr, je vais aller à Paris-Roubaix, à Milan-San Remo aussi, et puis les courses norvégiennes, les grandes courses norvégiennes. Et puis, ce que j'aime bien faire aussi, c'est rencontrer les coureurs dans les hôtels parce qu'ils ont plus de temps. Sur les courses, des fois, ça peut les gêner quand on est là à parler avant la course. Donc, moi, j'aime pas trop ça. Je préfère se donner rendez-vous à l'hôtel le soir et puis avoir une bonne heure, discuter ensemble, manger ensemble. Je trouve ça très sympa et puis ça crée un lien parce qu'on n'a pas juste envie d'être agent pour le coureur, on aime aussi avoir une vraie relation avec. Quand tu regardes Vincenzo Nibali, tout ça, il travaille avec Alex depuis des années, des dizaines d'années. Même Tadej, Urka, ça fait des années qu'il travaille avec. Donc, on veut vraiment garder ce lien-là et pas juste avoir un lien de passage. Et Ouais, pour c'est ça, clair. C'est c'est clair, important. c'est clair. Ça se comprend. Ouais, ouais, franchement, parce que c'est vrai que vous avez, mine de rien, entre vos mains quelque chose qui est important, c'est-à-dire presque la carrière d'un coureur. Donc, c'est vrai que c'est très important d'établir ce lien de confiance et de pouvoir le maintenir, de prouver aussi une fidélité et une amitié. Donc, ça se comprend totalement. Et tu parlais des jeunes coureurs qui sont de plus en plus jeunes. Ça nous concerne aussi parce que du coup, les parents rentrent en compte. Parce que quand Oui. on parle à des jeunes de 16, 17, 18 ans, pour nous, c'est aussi important d'avoir les parents dans la boucle. Donc créer ce lien-là avec eux, c'est très important aussi. Ouais, ça se comprend, tu as raison, parce qu'en fait, c'est surtout chez les jeunes, c'est pas uniquement la vie du jeune qui bascule, c'est tout un Mm. écosystème, c'est toute la famille, derrière, parents, grands-parents, frères et sœurs, c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices pour tout le monde, et donc ça se comprend que vous aussi, vous souhaitiez, pardon, sympathiser et être transparent avec aussi la famille. Ouais, c'est très important pour nous. Donc, on le disait, tu es basé autour de Montpellier. Pourquoi justement ne pas être resté plutôt en Norvège ou du moins dans le secteur de la Scandinavie pour travailler, étant donné que
comme tu l'as dit, notamment lorsque tu as contacté Alex Carrera, tu as mis ce point-là aussi en avant. Parce qu'il fait trop froid. Non, non, plus sérieusement, c'est parce que j'ai fait ma vie en France, hein. Ma mère a déménagé en France très tôt, donc j'ai toujours vécu ici. Et puis, les plus grands événements sont en France, en Belgique, en Italie. Donc, être en France, c'est un avantage, je dirais même. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et puis, la Norvège, c'est qu'à 3 heures d'avion, le Danemark encore moins. Donc il n'y a aucun souci pour aller voir les grandes courses là-bas. Et puis, on est toujours en contact avec les coureurs. Il y a aussi beaucoup de stages en Espagne. Donc, en fait, tu as Et plus ça de aide. chances de croiser les coureurs en Espagne, en Italie ou en France qu'en Norvège. Ouais, c'est vrai que ça aide, ça aide. Tu es dans un endroit, c'est vrai quand même, qui est un petit carrefour, on va dire, pour le cyclisme. Le sud de la France, on est à la fois loin de tout et près de tout, c'est vrai, il faut le dire. Ouais, c'est exactement ça. Malheureusement, c'est pas une région de vélo, mais ça nous permet de bouger facilement. En plus, cette année, il y a le départ du Tour de France à Barcelone, donc c'est cool. C'est qu'à 3 heures de route, c'est parfait. C'est ça, exactement. Un petit arrêt à la Jonquière pour prendre du Ricard, et puis après, on va voir le départ du Tour. Ouais, on va peut-être faire ça, ouais, t'as raison. Pour déstresser un peu. Mais après, comme tu dis, c'est vrai que on est dans une région où il n'y a plus trop de vélos, parce que voilà, on est dans la même région administrative, on est tous les deux en Occitanie. Alors qu'il y a une vingtaine d'années, je pense qu'on se serait sincèrement plus régalé. Il y avait la classique Haribo, il y avait le Tour du pays méditerranéen, il y avait beaucoup plus de courses qui aujourd'hui n'existent plus. Et bon, que veux-tu? C'est aussi ça le vélo. C'est les choses évoluent et des fois, c'est pas bien pour nous. Ouais, c'est dommage. C'est vrai que ici, les jeunes, on les met au foot ou au rugby, mais pas au vélo. Donc c'est dommage. J'espère que ça va se développer dans les années à venir, hein. On ne sait jamais. Il suffit qu'il y ait 2, 3 clubs et puis c'est parti, hein. C'est ça, exactement. Ensuite, bon, rentrons dans le vif du sujet. Comment ça se passe concrètement, un processus de recrutement par un agent? Alors, c'est tout d'abord de la prospection, hein, simple. C'est-à-dire qu'il faut se rendre sur les courses, il faut regarder tous les résultats. Et quand je dis tous les résultats, ce n'est pas les résultats des courses World Tour, c'est les courses juniors, voire encore plus loin que ça. J'ai même regardé des résultats de courses cadets en Norvège. Ah oui. Et ensuite, une fois que la prospection est faite, qu'on sait qui est bon, qui peut être bon, on les contacte. Donc, soit en direct sur les courses, soit via les réseaux sociaux, soit via les mails. Ensuite, on leur envoie la présentation, on essaye de leur présenter un peu qui on est. Et souvent, on propose des visios ou des appels avec les parents ou s'il est plus âgé, juste avec le coureur. J'aime bien le faire avec Alex parce que, encore une fois, il a plus d'expérience que moi, donc j'aime bien qu'il soit là pendant le visio. Et après, on espère que le coureur souhaite collaborer avec nous. Et là, tout commence. Donc, c'est des contrats de 2 ans. C'est réglementé par l'UCI. Donc, le coureur collabore avec nous pendant 2 ans. Et à partir de là, notre travail commence réellement, c'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'il ait une équipe, l'équipe qu'il souhaite, que les contrats soient bien négociés, ce qui n'est pas toujours le cas, qu'il ait des sponsors s'il a besoin de chaussures, de lunettes ou autre, et qu'il ait aussi un bon calendrier de courses, même si bien sûr c'est pas nous qui faisons le choix à la fin, mais on va l'orienter bien sûr vers une équipe qui lui permet d'atteindre ses objectifs, surtout quand le coureur est junior. Donc ça, c'est toute la première partie. Et ensuite, la seconde partie, ça va être de le suivre, de renégocier ses contrats s'il a fait des bons résultats, de changer d'équipe s'il n'est pas satisfait. On en a beaucoup parlé, notamment avec certains de nos coureurs. Mais ce qui compte pour nous, c'est que le coureur soit satisfait. Le reste, en soi, c'est pas très important. Donc voilà, c'est ça, s'assurer que le coureur soit heureux, soit bien dans son équipe, puisse faire les courses qu'il souhaite et l'accompagner tout au long de l'année. Tout en s'y retrouvant, tu l'as dit très justement, parce que c'est le nerf de la guerre, financièrement parlant. Bien sûr, pour le coureur d'abord, faut qu'il ait le meilleur salaire, c'est sûr. On parle des courses et autres, mais une carrière, c'est court. Notre but, c'est de négocier pour que ce soit le mieux possible pour lui. Ça, c'est sûr. Et ensuite, du coup, tu en as déjà un peu parlé, mais comment tu fais pour caser un coureur dans une équipe? Peut-être même si tu as un exemple, un cas d'école, tu peux nous le citer si tu as envie.
Oui, bah pour le caser dans une équipe, d'abord, on va faire le tour avec Alex de toutes les équipes parce que bah, comme ça fait 25 ans qu'il existe, il a les contacts dans toutes les équipes. Ensuite, on va prendre les retours de ces équipes. Et avec ces retours-là, on va comparer les offres. On va faire un rendez-vous avec le coureur où on compare et on voit ce qui est le mieux pour lui. Et ensuite, au final, c'est toujours le coureur qui choisit. S'il nous dit je veux aller chez UAE et que nous on lui dit non, mais va chez Trek, c'est mieux et tout, il ira chez UAE parce que c'est lui qui fait ses choix. Nous, on va juste s'assurer qu'il ait les meilleures propositions. Donc des cas d'école, on en a bien sûr. Il y a, il y a, il y a des cas où on va peut-être attendre un peu avant d'en parler. Ok, Mais ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. ok, d'accord. Et bien justement, quels sont toi les coureurs que tu as réussi à signer, que tu as réussi à ramener dans l'agence? Ben, il y a en France, comme coureur connu, notamment, il y a Jordan Gega, Ok, donc, à la Total Energy, qui a fait une saison incroyable. Je pense que très peu de gens pensaient qu'il allait faire un top 10 au Tour de France. Moi, j'y croyais depuis un moment parce que il y a 3 ans de ça, j'ai commencé à regarder bien ses résultats, tout ça. J'ai vu que c'était un des seuls coureurs en continental à suivre les World Tour. Donc, je me suis dit, là, il y a vraiment un gros potentiel et il a confirmé depuis de nombreuses années. Et ce qui est intéressant avec Jordan, c'est que c'est très évolutif et il contredit ce qu'on disait tout à l'heure, où il faut être excellent à 16, 17, 18 ans. Lui, justement, il a vraiment une progression linéaire. Chaque année, il est plus fort. Donc, ça promet vraiment pour la suite. On a vraiment hâte de le suivre parce que c'est vraiment intéressant quand ça se passe comme ça. Il y a aussi, bien sûr, Léo Bizot, qu'on qu'on ne présente plus maintenant parce que bah, déjà à l'époque, c'était un des plus grands talents français, avec notamment ses performances sur le Tour de l'Avenir, le Baby Giro, aussi en cyclocross, où il était champion de France, champion d'Europe, champion du monde junior. Et là, bah, il fait que confirmer. Hein. Il a eu sa première victoire pro cette année. Donc, c'est clairement le futur français. On a, on a cru en lui depuis toujours. Et puis j'ai aucun doute sur lui. C'est un talent incroyable, avec une maturité incroyable. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Pas que les jambes, mais aussi la tête. Il fait attention à tous les détails. C'est tout simplement un coureur incroyable. Il y a aussi des coureurs dont on parle moins, comme Konrad Högstedt, qui a gagné le Grand Prix de Francfort, qui a signé avec Holo Quick. Il y a plein d'autres coureurs comme ça, mais il y a aussi côté féminin Ouda, comme je disais tout à l'heure, qui est pour nous un des très grands talents du cyclisme féminin, parce que les gens pensent aux résultats, mais il faut aussi regarder qu'elle a commencé le vélo il y a que 1 an. Donc, avoir ces résultats-là, faire troisième des championnats d'Europe et du monde sur le contre-la-montre après si peu de vélo dans les jambes, c'est incroyable. Donc, voilà les coureurs que j'ai recrutés. J'en ai aussi d'autres, mais on va pas faire la liste non, effectivement. complète. Mais, mais oui, voilà. Et justement, si tu veux bien en parler, tu parlais de Jordan Jegat. Comment s'est passé du coup le passage de CIC Unant Atlantique, là où il était, à la Total Energy? Alors, à cette époque, justement, on collaborait pas avec lui encore. D'accord, C'était un autre agent qu'il avait. Donc, sur ça, je ne sais pas. Je d'accord, ok. sais juste ce qui va se passer à l'avenir, mais sur ce qui s'est passé à cette époque-là, on ne collaborait pas avec lui. Ok, d'accord, pas de souci, effectivement. Il faut un début à tout et ouais, Jordan, c'est arrivé après ce passage-là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais Moi, Yann, j'espère bien ouais. sûr collaborer avec lui plus tôt, mais ce n'était pas possible à ce moment-là. Donc, on a attendu et puis maintenant, ça s'est fait. Eh ben, très bien. Il y en a un autre, par contre, coureur que tout le monde connaît, qui lui est arrivé beaucoup plus tôt du côté de chez ANG All Sports. C'est Tadej Pogacar, donc c'est la star du cyclisme en ce moment. Comment c'est en fait de travailler avec quelqu'un comme ça, avec quelqu'un qui a autant de stature, de résultats, d'aura, voilà. Qu'est-ce que c'est de travailler au quotidien avec un garçon comme ça? Alors là, pour le coup, c'est vraiment Alex qui s'occupe de Tadej.
Parce que c'est lui qui l'a repéré très jeune, avant les autres, encore une fois, pendant le Tour de l'Avenir. Donc la collaboration, comme tu disais, commence à être longue. Mais Tadej, c'était quelqu'un de tellement sympathique, abordable, sérieux. Donc collaborer avec quelqu'un comme lui, c'est le rêve absolu, hein, pour un agent. Donc je pense que sur ça, on ne pouvait vraiment pas espérer mieux. Et puis, bien sûr, pour nous, c'est incroyable parce que travailler avec le plus grand coureur de l'histoire, c'est génial pour nous. On apprend beaucoup. Et puis c'est bien pour les autres jeunes aussi qu'on a dans l'agence. Ils voient qu'on est une boîte sérieuse et qu'on est là pour les coureurs. La preuve, c'est qu'ils restent avec nous. Je pense que si on n'était pas bon, on n'aurait pas les meilleurs coureurs du monde. Donc c'est très bien. Mais pour Alex, collaborer avec Tadej, c'est incroyable. Et justement, tu l'as dit, effectivement, le fait d'avoir le meilleur coureur du monde, ça aide beaucoup. Est-ce que vous, après, peut-être que tu n'as pas encore l'ancienneté pour pouvoir juger ce que je vais te demander, mais est-ce que tu sens qu'il y a eu un avant et un après, du coup, l'arrivée de Pogacar au sein de votre entreprise? Alors, pour le coup, j'aurais tendance à dire non, parce que Alex collaborait déjà avec Chris Froome, Vincenzo Nibali, Tourouchoft. Donc, il a toujours collaboré avec les meilleurs. Mais c'est vrai qu'avoir Tadej, comme je disais, c'est incroyable. Mais le sérieux de la boîte avait déjà été prouvé bien avant. Ok. Ok, d'accord, très bien. Oui, c'est vrai, effectivement. Tu parlais de Nibali notamment tout à l'heure. C'est vrai que il y a une dizaine d'années, pour les plus jeunes qui nous écoutent, Nibali, c'était quand même une des superstars du peloton. Le dernier coureur en date. Ah non, c'est pas le dernier à avoir gagné les trois grands tours. Froome l'a fait juste après lui. Mais voilà, c'est quand même mastodonte du vélo. C'était Chris Froome, donc il va peut-être prendre sa retraite Ouais, dans les jours à venir. Voilà. Mais vous l'avez d'ailleurs toujours ou pas, Froome, en tant que coureur dans non, l'agence? non, on collabore plus avec, mais par exemple, quand tu vois Vincenzo Nibali, même après sa carrière, il continue à collaborer avec nous. Ok. Donc c'est pas que pour le vélo, il y a aussi une vie après le vélo, comme on disait au début du podcast. Et on reste là, on est là pour eux, même après le vélo, pour que ce soit côté pro avec des investissements ou autre, ou leur donner les meilleurs conseils. Ah, justement, c'est intéressant ça. Du coup, ça veut dire que vous les accompagnez aussi dans la vie d'après. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Bah, encore une fois, tout ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire que généralement, après la carrière, si le coureur a été intelligent, il a un peu mis de côté. Donc, il va falloir faire des investissements, que ce soit immobilier ou autre, choisir son lieu de résidence, et des choses comme ça. Et c'est vrai que là, encore une fois, on est là pour eux. Ok, d'accord. Ensuite, question du coup qui a un rapport un peu avec Pogacar, mais aussi avec tous les autres coureurs dont tu parles, donc tant des juniors jusqu'aux plus grandes stars du peloton. Est-ce que plus un coureur est bon, plus il est dur à gérer? Là, encore une fois, j'ai tendance à dire non. Ça peut même être l'inverse des fois. Donc, pour le cas de Tadej, par exemple, pas du tout. Je pense que ça dépend de deux choses, la personnalité. Si tu es quelqu'un de bien, généralement, ça ne change pas avec le temps. Et il y a aussi les parents, hein, derrière. Avec l'éducation, tout ça, nos coureurs sont très bien éduqués, sont très professionnels. Et du coup, quand on commence à collaborer avec eux en junior, ils gardent le même état d'esprit, même quand ils deviennent parmi les meilleurs coureurs du monde. Ok. Parce que c'est vrai que je suis assez friand de podcasts, d'histoire du sport, et c'est vrai que j'ai pas mal écouté notamment des histoires de Jean-Pierre Bernès dans le foot, qui a été l'un des plus grands agents Ouais. voilà, de foot français. Même quand tu vois des affaires avec Mino Raiola, où je pense que tous les Marseillais se souviennent du transfert de Nice à Marseille, où il y avait pas mal de noms d'oiseaux qui fusaient vis-à-vis tant de Balotelli que de Mino Raiola. Donc voilà, c'est vrai que peut-être en fait c'est moins dramatique dans le vélo, on va dire. Bah, c'est ce que j'allais dire. En plus, j'ai des amis qui sont agents dans le foot et c'est pas la même ambiance. C'est vrai que dans le vélo, on a cette chance-là. Il suffit de faire un tour dans le peloton, de parler un peu avec tout le monde. Les coureurs sont assez accessibles, pardon. Ils sont très sympas. Donc, je pense qu'on se différencie du foot à ce niveau-là. Ça fait aucun doute, hein.
Effectivement, effectivement. Et même ça se ressent déjà. On serait pas en train de parler ensemble, à mon avis, si j'avais une chaîne dédiée au football. Je ne serais pas aussi accessible et tout. Franchement, ouais, il faut le dire. C'est ça qui est bien dans ce milieu-là, le milieu du cyclisme, c'est vraiment agréable. Ouais, exactement, exactement. Ensuite, on va passer donc à une question un peu plus technique. Donc, j'aimerais qu'on évoque un épisode très particulier qui s'est déroulé à l'intersaison 2024, celui du transfert de Maxime Van Gils, donc qui est passé de la Lotto à la Bora, Red Bull Bora Hansgrohe, alors qu'il était encore sous contrat avec la Lotto. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et surtout, ça n'a pas été très bien perçu du côté du grand public notamment. Est-ce que toi, de ton côté, et plus largement avec l'entreprise, vous avez compris que c'était pas bien perçu aux yeux du grand public et aussi aux yeux des spécialistes de vélo? Parce que c'est vrai que le vélo, contrairement au foot, couper un contrat, rompre un contrat n'est pas du tout monnaie courante. Et là, ça arrive ces derniers temps, en fait, simplement. Oui, bien sûr, on a déjà eu le cas aussi avec Ciano de Brooks. Oui. Donc, on a l'habitude de ça. Alex gère parfaitement ces situations. Pour répondre à ta question, je peux comprendre que ça parle et qu'on nous associe au milieu du foot à ce moment-là. Mais là, je vais avoir une réponse très simple, c'est que le but pour nous, c'est que le coureur soit satisfait. Si Maxime est satisfait, on a fait notre travail. Peu importe l'opinion publique, ce que va penser les dirigeants d'équipe ou autres, nous, on n'a qu'un seul objectif, c'est que le coureur soit heureux à la fin de la saison. Et pour ça, s'il faut faire des sacrifices, on les fera. Mais quand on va à la soirée de fin d'année, la semaine prochaine, on lui demande est-ce que tu es content? Est-ce que tu as eu ce que tu voulais? Est-ce que tu es dans l'équipe que tu veux? Est-ce que tu as eu le contrat que tu voulais? Est-ce que tu es confiant pour l'avenir? S'il nous répond oui, tout va bien, dans ce cas-là, le travail est fait et le reste, c'est moins important pour nous. Ok, ouais, parce qu'il me semble, pour préparer l'émission, j'ai lu une interview qu'avait donnée Alex au site Vélo Futé. Très Ouais. bon site d'ailleurs. À tous les auditeurs, je vous conseille d'aller dévorer ce site, tout simplement. C'est exceptionnel, tant la dose d'interviews, de previews, d'histoire du vélo, c'est quelque site exceptionnel. Et justement, c'est ce qu'Alex avait expliqué en disant que déjà, il me semble qu'il n'était pas chez vous au moment où il était chez Lotto. Il avait un autre agent, et puis donc du coup, il a décidé de se séparer de cet agent pour vous contacter. Oui, il y a des coureurs qui pensent à nous dans ces cas-là aussi, hein. Là, encore une fois, c'est parce que Alex sait gérer ce genre de situation. Donc, c'est pas parce que c'est mon patron, mais pour moi, c'est le meilleur agent du monde. Parce qu'il arrive à gérer des situations compliquées et des situations de tous les jours. Et là où il est bon, c'est que sa priorité va toujours être le coureur. Il ne pense pas justement à ce qu'on disait avant, à l'opinion publique, aux critiques qu'il peut avoir. Il est prêt à tout prendre sur ses épaules pour que le coureur soit en paix. Et c'est là où on voit pour moi les très bons agents. Très bien, très bien, très bien. Maintenant, on va passer donc à l'avant-dernière question. Donc, il est la question de Vincent, donc du podcast Le Coup Tordu, très bon podcast aussi. Ouais, aussi. Allez dévorer vraiment les podcasts de Vincent, de Latib et de Enzo, qui sont tout simplement exceptionnels, avec aussi en ce moment la période des interviews où c'est un régal. Vincent aurait dû être avec nous ce matin, mais voilà, tout simplement, Vincent, vous le savez, il travaille à Skyrock, donc mais Vincent, il a l'antenne aujourd'hui. Skyrock, pas Ouais, mal. ouais, animateur à Skyrock, Skyrock Lille, si je dis pas de bêtises, ou dans le Nord, c'est peut-être pas Lille, c'est peut-être Dunkerque, mais voilà, Vincent est animateur radio chez Skyrock, et donc il nous a fait passer cette question. Hello Samuel, bonjour Christian et bonjour à tous ceux qui regardent et qui écoutent l'ami Samuel le Ratagaz. Bon bah désolé, hein, j'aurais dû être avec vous et j'ai eu un petit contretemps. Voilà, ma question pour Christian, un petit point sur le cyclisme féminin. Déjà, est-ce que les coureuses ont des agents? C'est que par exemple dans le vélo, je crois qu'il y a 10-15 ans, il y a très peu de coureurs qui avaient des agents. Aujourd'hui, c'est l'immense majorité. Où on en est dans le cyclisme féminin? Et est-ce que pour Christian, est-ce que pour ses confrères du milieu, est-ce que le cyclisme féminin a un petit peu l'avenir du métier? Il y a de plus en plus de monétisation. Il y a certaines stars qui commencent à avoir des gros contrats. Donc, est-ce que le vélo féminin est également un sujet et quel est son regard par rapport à ça? Merci. Salut Vincent, merci pour ta question, plus qu'intéressante et dans l'air du temps parce que en effet le cyclisme féminin se développe de plus en plus, ça devient vraiment très professionnel maintenant et on peut plus faire de différence entre le cyclisme féminin et le cyclisme masculin
parce qu'elles sont incroyables, très fortes. Elles s'entraînent autant, elles font tout bien, tous les sacrifices sont les mêmes. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment plus de différence entre le cyclisme féminin et masculin. Dans notre cas, on parle de l'avenir. Est-ce que c'est l'avenir du cyclisme? Pour nous, c'était déjà à l'époque, hein. On travaille avec de nombreuses causes depuis des années, comme Mavi Garcia, Maëva Skiban, Ouda Gissinder récemment. Donc, nous, on y a toujours cru, tellement qu'il y a même quelqu'un qui s'occupe que du cyclisme féminin, presque, qui est Marco Bellotti, donc qui fait un énorme travail pour ces femmes-là. Il est très bon. Pourquoi on a décidé de faire ça? C'est parce que pour nous, encore une fois, pour être bon, il faut connaître ce dont on parle, être proche des coureurs et ainsi de suite. Et c'est vrai que Marco a une grande expérience avec les femmes, puisqu'il fait ça depuis des années. Donc, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Mais c'est vrai qu'on y a cru depuis très longtemps. Mais à l'époque, ce qui était compliqué pour les femmes, c'est qu'elles avaient le vélo, où elles étaient déjà professionnelles, entre guillemets, mais en plus de ça, certaines devaient travailler à côté. Donc, c'était très difficile d'avoir un niveau homogène dans les grandes courses. Heureusement, maintenant, c'est génial. Les sponsors s'intéressent au cyclisme féminin. Les courses, bah, il y en a de plus en plus. Le niveau est de plus en plus élevé, de plus en plus homogène. Et pour le grand public, il suffit de regarder le Tour de France. Quel spectacle! Incroyable. Chaque Donc, année, ça fait 4 ans, 5 ans que ça existe. Chaque année, le Tour de France Femmes est un régal. Autant des fois, le Tour de France Hommes, du fait de pure domination, peut être des fois un petit peu soporifique, ce n'est que mon avis. Autant le Tour de France Femmes 2022, 2023, 2024, 2025, masterclass. Chaque fois des duels, voilà. Donc, effectivement, à ceux qui ne sont pas branchés cyclisme féminin, réveillez-vous et en janvier, branchez-vous sur le Tour Down Under féminin parce que vous allez vous régaler. C'est génial. carrément, carrément. Et puis même Paris-Roubaix et tout, enfin, c'était mais incroyable, quoi. C'était, donc, non, non, donc bien sûr que ça fait partie de l'avenir du cyclisme, il n'y a plus aucun doute là-dessus. On va se régaler avec les courses féminines l'année prochaine. J'ai déjà hâte. Donc, ça va être top. Ouais, mais tu fais très justement, enfin, tu le cites très justement, c'est vrai aussi, beaucoup de marques, même aujourd'hui, font le choix de se dédier uniquement au cyclisme féminin. On va prendre le cas d'école de la Human Power Health, qui Oui. avait une équipe masculine avec de très bons coureurs, tel Carvin De Klein notamment, qui a gagné sur Paris-Nice l'an dernier, et qui a décidé tout simplement de stopper l'équipe masculine pour se consacrer uniquement au féminin. Ça a été par exemple la dernière équipe d'Audrey Cordon-Rago. Donc oui, c'est il faut bien remettre l'église au centre du village. Et tu le dis très justement, il y a même pas 10 ans encore, en France, il y avait qui comme professionnel? Il y avait Audrey Cordon-Rago, peut-être Juliette Labousse, et c'est tout. Toutes les autres, je pense à Séverine Hérault, toutes les jeunes filles qui arrivaient, peut-être Marion Rousse, même, elle devait être professionnelle, mais je pense qu'elle devait avoir d'autres revenus aussi. Donc voilà, il faut bien dire qu'on revient de loin et qu'aujourd'hui c'est exceptionnel de voir un cyclisme de qualité et qui est, mine de rien, en fait, tout neuf presque, entre guillemets, parce que c'est que depuis l'après-Covid que vraiment le milieu se professionnalise. Bah, c'est Marion Rouge, justement, qui disait ça, que quand elle était jeune, elle était obligée de courir en Belgique, parce qu'il n'y avait pas assez de courses en France. C'est ça. Donc, non, c'est vraiment une belle avancée. C'est vraiment cool. C'est ça. Elle courait chez Lotto et championne de France chez Lotto. Exactement. Je crois que c'est ça. À l'époque, ça devait être Lotto Bélissa, le truc comme ça. Voilà, on va satisfaire l'ancien sponsor, on va citer tous les noms. Ouais, et puis maintenant, dans les équipes pro, il y a des salaires à respecter et tout ça. Et c'est vrai que c'est un énorme soulagement pour ces femmes-là de ne pas avoir un travail à côté, quoi. Parce que déjà que le cyclisme, c'est extrêmement dur. Alors, si en plus de ça, tu dois travailler à côté, ça devient presque impossible. Donc maintenant, tout est mis en place pour que ça se développe. Les sponsors sont au rendez-vous, les équipes aussi. Donc maintenant, il y a plus qu'à tout faire pour que ça continue comme ça et les aider un maximum. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. On a beaucoup de femmes chez nous, donc c'est parfait. Eh bien, très bien, vous l'avez compris. Donc, il y a une branche toute dédiée chez AG All Sports au cyclisme féminin. Et on va passer du coup à la dernière question. Comment, toi, Christian, vois-tu ton avenir? As-tu envie de rester peut-être ad vitam aeternam chez AG All Sports?
ou alors peut-être auras-tu un jour des envies de créer ta propre société d'agents. On voit que ça pullule un peu partout en ce moment. Christophe Lemével a une agence depuis quelques temps, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux ou même sur les courses beaucoup d'agents qui créent leur structure. Alors peut-être un souhait peut-être de ta part, ou alors pas du tout, rester dans ta société. Ouais, tu as raison, il y en a de plus en plus. Mais mon souhait est clairement de rester chez Agiol Sport le plus longtemps possible. Pourquoi? C'est parce que on va se différencier justement de ça. Il y a beaucoup d'agences sportives, mais il y a très peu d'agences sportives. Et la différence, elle est énorme. Comme je disais tout à l'heure, quand tu es agent sportif, tu vas pouvoir apporter une aide, peut-être trouver une équipe, mais tu n'as pas 25 ans d'expérience, tu n'as pas les contacts, tu n'as pas des cabinets d'avocats, tu n'as pas des compagnies d'assurance. On a des gens qui s'occupent de la presse, on a vraiment tout sur place. Et c'est pour ça que je me lancerai jamais seul, parce que déjà, c'est très compliqué. La concurrence est grande maintenant. Et en plus de ça, à aucun moment, je pourrais être aussi bon qu'à All Sport si je me lance seul. Donc, pour être honnête avec les coureurs, il vaut mieux que je reste là-dedans, que je bénéficie de tout ce qu'il y a déjà, tout ce qui a été construit depuis ces 25 dernières années. Donc, en aucun cas, je ferai le choix de partir parce que tout simplement, pour moi, on ne peut pas avoir mieux. On a les meilleurs coureurs du monde, la meilleure agence du monde. Donc, pour moi, il n'y a aucun intérêt de partir ailleurs. Ok, ça se comprend. C'est vrai que réponse très fluide et complètement compréhensive. Je pense que je suis pas du tout dans ce milieu-là, moi ou quoi, mais je pense que j'aurais peut-être opté exactement pour la même chose. Ben, on le voit, hein, c'est pas que des paroles. Quand tu regardes les collaborateurs chez nous, ils sont là depuis le début, ils ne sont jamais partis. Tout simplement parce que ça se passe bien, tout le monde est honnête, tout est fait et mis en place pour les coureurs. Donc, il n'y a pas besoin de partir. Ben écoute, tant mieux. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? Bah, beaucoup de réussite pour nos coureurs, des victoires, que ce soit sur les courses juniors, sur les courses espoirs et sur les plus grandes courses comme le Tour de France. Ça, on se fait Pense- pas trop de soucis pour le Tour de France et compagnie. Ouais, j'avoue que. Tant que ça continue comme ça pour nous, vraiment, on peut rien nous souhaiter de plus, hein. On est content, tout se passe bien. Donc, il y a juste à croiser les doigts pour que tout continue comme cette année, j'ai envie de dire. Eh ben écoute, parfait. Ben écoute, je te remercie de m'avoir accordé ton temps, quasiment 1 heure de podcast. Ça fait plaisir, ça fait vraiment Avec plaisir et ça fait plaisir de découvrir aussi. Voilà, on parle notamment sur ma chaîne, on parle beaucoup d'actualité vélo, d'histoire du vélo, mais c'est vrai que tout ce qui tourne autour de l'écosystème du vélo, donc ce soit, c'est vrai côté mécanique, j'en parle quasiment pas, côté managérial, j'en parle très peu, côté agent, j'en parle encore moins. Donc voilà, le vélo, ce n'est pas uniquement 180 coureurs sur le Tour de France, c'est beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, ben, chers auditeurs, vous l'avez vu avec Christian Kagestad, que voilà, le vélo, c'est tout un écosystème aussi économique et que l'agent a un rôle prépondérant dans notre sport. Ouais, ben, merci à toi, Samuel, et puis merci, Vincent, pour ta question. On remercie Vincent, voilà, qui aurait dû être là, mais je pense il va se régaler à écouter. Ouais, et puis on va se recroiser sur les courses, de toute façon. Exactement. Ben, je te donne peut-être rendez-vous du coup sur l'étoile de Bessèges si tu comptes y aller en début 2026. Bien sûr, on se voit là-bas, et puis on reste en contact. Exactement. Allez, merci beaucoup. Super, merci, bonne journée. Bonne journée.